Déjà, merci d'être venu à cette presse juste après manger, comme ça, c'est très courageux de votre part. Donc moi, je m'appelle Benjamin Cavy, je travaille à la Maïf. Je ne vais pas avoir spécialement de temps d'en parler, donc venez nous voir sur le stand, c'est génial. Et deux petits disclaimers avant de commencer. Déjà, je suis ni expert Postgre ni DBA, donc il est possible que je prenne des imprécisions, des raccourcis, etc. N'hésitez pas à venir me le dire après. Et le deuxième truc, c'est que je ne suis pas graphiste. J'ai deux autres collègues qui donnent ou ont donné des talks avec des slides beaucoup plus jolis que les miennes, donc n'hésitez pas à aller les voir aussi. Ok, c'est parti. Donc dans cette présentation, on va parler des transactions. Donc des transactions dans une base de données relationnelle qui est Postgre. Et histoire de poser un peu le contexte, je vais vous montrer les données qu'on va utiliser dans cette presse. Donc en fait, je me suis mis dans la peau d'un banquier, parce que qui ne rêve pas d'être banquier. Et du coup, dans ma banque, j'ai deux tables. Une table pour les comptes courants, une table pour les livrets A, et deux utilisateurs actuellement, les bien nommés Com et pas Com. Et donc du coup, dans cette première slide, on va se faire une petite mise en jambe pour être tous au niveau sur les transactions. Donc les transactions, ça commence avec un mot-clé qui s'appelle begin. Et ensuite, une fois que j'ai commencé ma transaction, je peux venir faire des requêtes SQL. Donc par exemple, je vais venir enlever 100 € du compte courant de Com pour les transférer sur son livret A. Com a envie d'épargner un peu, c'est son point. Et du coup, si je vais regarder l'état de mes tables, on voit bien que ça a été reporté. Ici, j'ai bien 100 € plus d'un côté et 100 € de moins de l'autre. Mais si je vais voir l'état de mes tables dans une autre requête qui est sur la même base mais pas dans la même transaction, on voit que les modifications que je viens de faire ne sont pas visibles. Donc ça, c'est lié à une première propriété des transactions qui s'appelle l'isolation. Et en fait, l'isolation, ça dit que les opérations que vous faites à l'intérieur d'une transaction ne sont pas visibles tant qu'elles n'ont pas été committées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va committer. Et du coup, dès que ça a été commité, évidemment, je vois les trucs de l'autre côté. Donc jusqu'ici, c'est rien du très basique, personne n'est surpris. Et là, quand j'ai fait commit, toutes les tables ont été mises à jour d'un coup. En fait, toutes les modifs que je déclarais dans ma transaction ont été mises à jour d'un coup. Et ça, c'est une deuxième propriété des transactions qui s'appelle l'atomicité. C'est-à-dire que soit tout va être mis à jour d'un coup, soit rien ne va être mis à jour. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va tenter une opération un peu plus ambitieuse qui va consister à transférer cette fois-ci 500 € sur le livret A de Com en lui enlevant depuis son compte courant. Alors moi, dans ma banque, il n'y a pas de découvert. J'ai pas les moyens, puis les agios et tout, ça me gonfle un peu. Donc j'ai mis une contrainte d'intégrité pour dire que c'était interdit qu'un compte passe sous 0. Donc voilà, évidemment, j'ai violé une contrainte d'intégrité avec ma requête, puisqu'il restait que 400 € sur le compte de Com. Donc ça m'a complètement planté ma transaction. Là, ma transaction est dans un état de failure complet, je ne peux plus rien faire. Et en fait, le seul moyen que j'ai d'en sortir, c'est via les mots-clés commit ou rollback. Donc là, je commit. Et pourtant, ça ne va rien faire du tout, puisque ma transaction a été échouée. Même la requête qui avait bien marché d'ajouter 500 € sur mon livret A n'a pas été prise en compte. Encore une fois, à cause de cette atomicité qui fait que soit tout est fait, ou soit tout est rollback et rien n'est fait. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, l'objet de cette conf, ça va être d'essayer de comprendre comment est-ce que ça marche dans Postgre sous le capot. C'est-à-dire, comment est-ce que l'isolation est implémentée, comment est-ce que l'atomicité marche, comment est-ce que Postgre garantit que tout soit appliqué d'un coup, par exemple s'il y a plusieurs tables à mettre à jour et que ça se pète la gueule au milieu. Donc on va essayer, pour comprendre tout ça, on va essayer de soulever un peu le capot de ce qui se passe dans Postgre. Et pour ça, on va avoir besoin d'aller voir comment est-ce que Postgre stocke les données. Alors en fait, Postgre stocke vos données dans des fichiers qui stockent sur le disque. Et en fait, dans ces fichiers, il y a plusieurs choses. Il y a déjà vos données. Jusqu'ici, personne n'est surpris. Et il y a également un certain nombre de métadonnées qui sont stockées à côté. Et ce qui est intéressant quand on fait par exemple un update, c'est que plutôt que de venir mettre à jour la ligne qui correspond à vos données dans le fichier, ce petit malin de Postgre, il va plutôt vous rajouter une deuxième ligne à la place, avec les valeurs qui seraient le résultat de votre update. Et en fait, après, il va se servir des métadonnées, donc il y en a beaucoup, mais là j'en affiche que deux, qui sont xmin et xmax, pour savoir quelles données doivent vous être affichées en fonction du contexte où vous êtes. Et alors, xmin, par exemple, c'est le numéro de la transaction qui a provoqué la création de la ligne, parce que dans Postgre, les transactions ont un identifiant numérique. Et donc là, par exemple, on voit que Com et pas Com leurs comptes ont été créés dans la même transaction. Et après, j'ai la transaction 713 qui est venue créer une nouvelle ligne qui dit que en fait, Com maintenant, il a plutôt 400 €. Et dans la colonne xmax, vous allez avoir l'identifiant de la transaction qui a invalidé la ligne. Donc c'est-à-dire que là, c'est cette ligne qui disait que Com avait 500 €, elle sera invalidée par la transaction 713 si toutefois celle-ci est committée. Et en fait, c'est en jouant là-dessus que Postgre arrive à gérer tous ces trucs de visibilité. Et ça, c'est la base d'un principe de Postgre qui est le MVCC, pour Multi-Version Concurrency Control. J'espère que tout le monde l'a. Et en fait, justement, l'idée, ça va être de stocker plusieurs versions des lignes dans vos tables pour être capable de vous resservir même des versions antérieures si le besoin s'en fait sentir. Donc tout ça, c'est très théorique, mais on va voir un peu comment ça se compare dans la pratique. Donc là, je vais commencer deux transactions. Et puis, alors je vais faire à peu près la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais transférer 100 € du compte courant de Com à son livret A.
Donc là, jusqu'ici, j'ai encore 100 € de moins puisque j'ai pas reset ma base, mais c'est pas grave. Et en fait, ce qui est possible dans Postgres, c'est d'aller voir la tête de ce stockage justement et de voir exactement ce qui est stocké sur le disque avec une requête, bon voilà, qui vaut ce qu'elle vaut. Et donc, cette requête-là, en fait, elle me permet de lire ce que je vous montrais dans la slide précédente. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les 2 lignes du bas qui concernent Com, où on voit que la transaction 761 avait mis Com à 400 € et elle sera invalidée par la transaction 763 qui est in progress, okay, donc elle n'est pas encore committée, elle n'est pas encore rollback, elle est in progress. Et la transaction 763 qui est in progress ici, c'est ça que veut dire le petit prog, elle définit que comme il a plutôt 300 € sur son compte. Et si on vérifie, parce qu'en Postgre on peut récupérer le numéro de la transaction courante, on voit que la transaction 763 c'est bien moi, donc c'est bien moi qui ai provoqué l'écriture de ces lignes-là. Et donc évidemment de l'autre côté je ne vois pas ces données parce que je ne suis pas dans la transaction 763, et tant qu'elle n'est pas committée, il n'y a que cette transaction-là qui pourra avoir ces données. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir committer ma transaction. Et là, en fait, ce qui va se passer, ce que ça fait de committer ma transaction, c'est que, déjà, si je vais voir, mes modifs sont toujours là. On voit que maintenant, la transaction 763, elle est marquée au statut committé. Okay, et donc, du coup, ça veut dire que cette ligne, elle est complètement invalidée pour les futures transactions parce que il y a une transaction qui a été committée dans la colonne Xmax, donc elle est rendue obsolète. Et maintenant, la ligne qu'il faudra prendre pour les prochaines transactions, ce sera plutôt celle-là. Et d'ailleurs, cette ligne-là, elle sera dégagée un peu plus tard par l'espèce de process de nettoyage automatique de Postgre qui s'appelle l'auto-vacuum, pour éviter justement que ce fichier grossisse à l'infini au fur et à mesure que votre base de données est vie. Et en fait, committer, si on y réfléchit bien, c'est juste modifier l'état d'une transaction. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai montré, toutes les données étaient déjà présentes. Là, tout ce qui a changé quand j'ai commité, c'est que cette transaction-là, elle est passée de in progress à committed. Et en fait, c'est comme ça que Postgre gère l'atomicité. C'est-à-dire que, comme pour committer, il a besoin de faire une seule écriture pour changer l'état d'une transaction, on ne se retrouve pas avec des problèmes un peu à la con, du genre, tiens, j'ai mis à jour ma table de compte courant, puis ma base a craché avant que j'ai pu mettre à jour ma table de livret A, du coup, je suis dans un état un peu incohérent, etc. Là, c'est une écriture 5, donc soit elle marche pas, et en gros, on n'a pas de problème. Donc voilà comment Postgre gère un peu pour la partie atomicité, et être sûr que tout passe ou rien ne passe. Maintenant, on va parler un peu plus de l'isolation, parce qu'on a vu, oui, je ne vous ai pas montré, mais du coup, maintenant que j'ai commité mes modifications ici, comme je suis dans mon autre transaction, je vois les modifs, comme elles ont été committées. Et ça, c'est le mode d'isolation par défaut de Postgres, qui s'appelle le read committed. Alors, comme son nom l'indique, ça permet de voir tout ce qui a été commité. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une autre transaction, vous allez pouvoir voir ce que les autres transactions committent au fur et à mesure. Ça, c'est assez cool, c'est truc par défaut d'ailleurs, mais ça a quelques problèmes que je vais vous montrer. Alors, je vais remettre ma base dans un état un peu cohérent. Je vais commencer 2 transactions, et cette fois-ci, on va changer un peu de jeu. On va dire que je veux faire la somme de tout l'argent que j'ai dans ma banque. Okay, donc, je vais commencer par faire la somme ici de l'argent qui est sur mes comptes courants. Et puis, pendant ce temps-là, Com, du coup, qui va vraiment accrocher à son épargne, du coup, va venir retransférer 100 € de son compte courant à son livret A. Okay, comme c'est une opération assez rapide, il va la commit. Et du coup, moi, de ce côté-là, je continue de faire la somme de l'argent que j'ai dans ma banque. Et donc, du coup, je fais la somme de l'argent que j'ai dans mon livret A. Et là, si je fais la somme des deux, 1000 plus 2100, ça fait 3100. C'est bien, il y a des gens qui suivent, donc ça fait 3100. Et ça, c'est une erreur. Parce qu'en fait, moi, dans ma banque, j'ai que 3000 €. Donc, c'est pas possible que la somme fasse 3100 €. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'ai 100 € qui ont été comptés 2 fois. Parce qu'en fait, je les ai comptés une fois dans mon compte courant, puis ce petit coquin de Com les a transférés sur son livret A, et du coup, quand j'ai refait la somme de mon livret A, du coup, j'ai les 100 € qui ont été recomptés. Et ça, c'est un problème quand vous avez besoin d'avoir des transactions qui ont un état cohérent de la base, un état qui ne bouge pas d'un point A à un point B, c'est un peu embêtant. Et là, d'ailleurs, si je refais la somme de mon compte courant, vous allez bien le voir, maintenant, je n'ai plus le même résultat que tout à l'heure, parce qu'évidemment, 100 € ont été transférés, mais moi, je ne peux pas trop le savoir par défaut. Et ça, en fait, c'est ce qui s'appelle les non-repeatable reads. Donc c'est-à-dire que si on effectue 2 fois la même lecture dans la même transaction, ça risque de ne pas nous renvoyer le même résultat, même si ce n'est pas nous qui avons modifié la table. Donc c'est des éléments extérieurs qui viennent un peu fausser mon calcul dans ce cas-là. Heureusement, il y a une manière de résoudre ce problème. C'est un autre mode d'isolation qui s'appelle le repeatable read. Et là, l'idée, ça va être qu'on va prendre un snapshot au début de la transaction de la base, et ce snapshot, il ne va plus bouger. Sauf si nous, on le modifie, évidemment. Et du coup, le snapshot... Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, je vais commencer ici, indiqué subtilement par cette flèche rouge, une transaction en mode repeatable read. Et je vais commencer en bas 2 transactions normales. Alors, si j'arrive à taper begin, tac, donc en commencer une ici, en commencer une là. Et en fait, on va faire à peu près le même processus, c'est-à-dire que je vais faire la somme de l'argent que j'ai dans mon compte courant dans ces 2 transactions-là. Donc là, pour l'instant, le résultat renvoyé est le même, ça c'est normal. Ensuite, je vais venir faire mes petites toutouilles habituelles avec Com.
pour transférer 100 € de son compte courant à son livret A, on commit, et là où ça va devenir rigolo, c'est que ici, si je fais la somme, là j'ai bien 2100 €, et 2100 plus 900, ça fait... Oh, vous êtes chaud. Donc ça fait 3000, effectivement. Donc là, j'ai bien le bon résultat parce que cette transaction-là, en fait, elle a travaillé avec un snapshot qu'elle avait pris au début et elle n'a pas été influencée par la malice de notre ami com. Alors que si ici, je sélectionne depuis mon livret A, j'ai 2200 et 2200 plus 900, ça fait 3100. Donc ça, c'était une transaction normale pour montrer la différence et on voit bien que le résultat qui est donné ici est incorrect. Et comment est-ce que ça marche tout ça sous le capot? Et bien en fait, c'est assez simple, il n'y a pas du tout besoin de faire une copie physique de toute la base ou je ne sais pas trop quoi pour avoir ça. En fait, c'est juste que Postgre va prendre un snapshot au moment où il démarre cette transaction. Et le snapshot, en gros, c'est ça. C'est juste ça, les données qu'il a besoin de connaître. Et ça, alors on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça serait un peu compliqué, mais ça lui donne des informations sur les transactions qui étaient terminées quand cette transaction-là a commencé, donc les transactions sur lesquelles il peut s'appuyer, et celles qui sont en cours ou celles qu'il ne connaît pas et qu'il ne doit pas regarder dans cette transaction-là. Et en fait, ce snapshot ne va jamais changer au cours de l'exécution de cette transaction. Et ici, c'est pareil, j'ai un snapshot, mais vous voyez que le snapshot ici n'est pas exactement le même, puisque dans les transactions qui sont en mode read committed, donc le mode un peu normal, en fait, le snapshot est recalculé avant chaque requête, justement pour venir récupérer ces nouvelles données qui ont été committées. Donc tout ça, c'est très cool, et ça donne l'impression que Repeatable Read, c'est vraiment trop bien. Alors, par contre, il y a un petit souci qu'on peut rencontrer si on utilise ce truc-là, et je vais vous le montrer. Donc là, j'ai deux transactions qui vont toutes les deux vouloir faire un débit de 100 € sur le compte de com. Donc, comme c'est des transactions read committed, les transactions par défaut, il va se passer un comportement que vous avez sans doute déjà rencontré, c'est-à-dire que la deuxième va attendre que la première commit avant d'appliquer son update, et elle va venir exécuter l'update juste après. Dans ma transaction en mode repeatable read, ça va se passer un peu différemment. Il va carrément m'envoyer péter en me disant hop, moi je suis une transaction repeatable read, je ne touche pas à ce que les autres transactions se sont en train de modifier. Et en fait, ça peut paraître un peu relou, mais c'est pour vous assurer qu'il n'y a pas une transaction qui va dire que com à 100 € et une deuxième qui va passer juste après pour dire bah non, en fait il a 200 €. Donc avec cette stratégie-là, vous êtes sûr de ne pas écraser des updates. Mais l'effet de bord un peu malencontreux, c'est que vous pouvez avoir ce genre d'erreur random qui arrive, même si vos requêtes sont parfaitement correctes, l'état de votre base est parfaitement correct, c'est parce qu'il y a une autre requête qui essayait de faire la même chose en même temps, et du coup c'est pas de bol. Ok, on va committer tout ça pour sortir un peu de ce bazar, sinon je vais laisser ma base avec un commit en attente, ça va pas le faire. Donc voilà un peu pour la partie isolation. Alors il y a un troisième mode d'isolation, mais qui est un peu trop compliqué à expliquer. Je pense qu'il me faudrait 15 minutes juste pour celui-là, et qui est peut-être un peu moins intéressant. Au lieu de ça, on va parler d'une troisième propriété des transactions, qui est la durabilité. Alors la durabilité, qu'est-ce que ça dit? Eh bien ça dit qu'à partir du moment où une transaction a été committée, les données, elles doivent plus trop pouvoir être perdues. Bon, moins si vous avez 3 data centers qui crament et tout, vous voyez, mais en théorie, elles doivent pas trop pouvoir être perdues. Donc, une bonne stratégie qui peut marcher pour faire ça, c'est de se dire, pas de souci, à chaque fois que j'ai une opération qui modifie mes données, je vais faire une petite écriture sur le disque, et puis comme ça, mes données, elles sont sur le disque, elles sont pas perdues. Bon, vous vous en doutez peut-être, mais c'est pas une super bonne idée, parce qu'une écriture sur disque, c'est une opération qui est assez lente, et Postgre, c'est une base qui est quand même assez rapide, donc ils font pas comme ça. On peut avoir une stratégie un peu plus sioux en se disant pas grave, je vais écrire mes données sur un buffer qui est en mémoire, donc dans lequel l'écriture est beaucoup plus rapide, et puis de temps en temps je vais venir flusher ce buffer sur le disque. Alors ça c'est cool, ça va aller un peu plus vite, mais vous imaginez bien que si ma base Postgre se pète la gueule alors que j'ai des données dans le buffer qui n'étaient pas envoyées sur le disque, potentiellement j'ai une perte de données, c'est un peu embêtant. Heureusement, si vous vous rappelez ce que j'ai dit sur la durabilité, elle dit juste que c'est après avoir commit et que les données doivent plus pouvoir être perdues. Avant, on s'en fiche un peu finalement. Donc ce qu'on peut faire, c'est on va écrire dans le buffer en mémoire et au moment où on commit, on va venir recopier le buffer sur le disque et comme ça, la durabilité est garantie. Et ça, c'est une stratégie qui marche et c'est d'ailleurs une stratégie que les très vieilles versions de Postgre utilisaient. Mais ça posait quand même quelques problèmes parce qu'au moment où on committait, si jamais vous aviez modifié plein de tables dans votre transaction, vous aviez plein d'écritures disques à faire d'un coup, ça créait de l'engorgement et tout, le bazar, quoi. Heureusement, Postgre maintenant fonctionne avec une autre stratégie qui consiste à écrire dans un truc qui s'appelle le WAL. Alors je vous explique juste après ce que ça veut dire. Et donc ce truc-là, ça va être une écriture en buffer aussi. Et c'est ce truc-là qui va être recopié sur le disque quand on va committer. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, WAL c'est pour Write Ahead Log. Et du coup, ça va être un espèce de fichier de journal qui va centraliser toutes vos modifications sur les autres tables, mais à un seul endroit.
Et ça va venir écrire séquentiellement dans de tout petits fichiers. Donc le fait que ce soit colocalisé plus de l'écriture séquentielle, ça rend l'écriture beaucoup plus rapide que la vraie mise à jour des tables, qui écrit dans plein de fichiers répartis sur le disque, où il faut trouver l'endroit du fichier où on veut écrire et tout. Là, c'est un truc qui est beaucoup plus performant. Et en plus, il y a un petit mécanique qui fait que quand le wall est flushé, il peut flusher plusieurs transactions d'un coup si jamais elles ont commité à peu près au même moment. Donc c'est une écriture qui est très optimisée et donc qui est plus rapide que de recopier les tables. Et c'est pour ça que c'est toujours le write-ahead log qui est reporté sur le disque en premier, et au moment où vous committez, c'est ça qui va être écrit sur le disque pour vous garantir la durabilité. Parce que c'est ça qui garantit la durabilité, car si Postgre crash une fois que vous avez commité et que votre wall est sur le disque, même si vos tables n'ont pas été synchronisées, c'est pas grave. Postgre, quand il va redémarrer, va se rendre compte qu'il est dans un état pas ouf, et du coup il va venir rejouer les modifications du wall sur votre disque pour vous remettre tout d'équerre. Et pour la petite histoire, les fichiers du wall, c'est aussi ce qui sert à faire de la synchronisation au fil de l'eau entre les bases, parce que c'est des tout petits fichiers, et du coup c'est très facile à envoyer vers les autres nœuds. Ok, je vais juste vous faire une toute petite démo très rapide et après ce sera fini. Hop là. Alors, faites pas gaffe à ce que je fais, je vous explique tout après. Donc en gros, je fais des opérations et je vais juste récupérer les secteurs du wall dans lesquels j'ai lu et écrit. Donc c'est assez bas niveau, mais vous allez voir que ça va être nécessaire pour y voir quelque chose. Donc là, j'ai récupéré 2 numéros de secteur de wall, celui avant que j'écrive et celui après que j'ai écrit, et j'ai fait des opérations entre les deux, et du coup on va aller voir à quoi ça ressemble un enregistrement dans le write-ahead log. Donc un enregistrement, il y a plein de données plus ou moins utiles, et surtout, il y a cette fameuse donnée qui s'appelle block data, ici, et qui est une donnée en hexadécimal. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les opérations, mais j'ai valorisé le compte de com d'abord à 100 € puis à 200 €. Heureusement pour vous, je lis couramment l'hexadécimal Little Indian, et je peux vous dire que ça c'est 100, et que ça c'est 200 en Little Indian, et du coup c'est bien les modifications que j'ai demandé avant qui sont reportées dans le wall, et comme vous le voyez, c'est vraiment tout petit, le payload qu'il y a dans ce truc-là. Hop. Eh ben, je vous remercie beaucoup de votre attention. Laissez-moi du feedback. J'ai mis quelques ressources si vous voulez creuser. Et merci beaucoup.